Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, en partenariat avec le Next Gen Summit, c'est toute la semaine, un invité pour nous parler transformation managériale, nouvelle gouvernance. Et on accueille aujourd'hui pour notre première rencontre Pierre Synodinos, le CEO d'Aneo. Il a un parcours très original, il va nous en parler dans quelques instants. Smart et Réglo avec Géraldine de Maria, juriste en fiscalité du patrimoine. On parlera de la fiscalité et des avantages en nature attribués aux cadres en entreprise. Doivent-ils ou sont-ils surtaxés? On répondra à cette question dans quelques instants. Puis dans le cercle RH, un débat pour parler de la banque, de ses métiers, de son évolution et peut-être même de ses erreurs. Quand un banquier rencontre une économiste, ça donne un livre. Maintenant, le 21e siècle peut vraiment commencer. Édition Erol. Avec nous, Christina Pequiti et le banquier Jacques Bessade. Ils seront nos invités. Ils sont les auteurs de ce livre. Et pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, comment recruter des collaborateurs dans le secteur du service à la personne? On en parle avec Benjamin Zimmer, CEO de Silver Alliance. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job avec une émission en partenariat avec le Next Gen Summit. C'est une semaine pour réfléchir à la défense, pour réfléchir aux transformations managériales, aux innovations managériales, pour mettre à plat tous ces sujets et ils sont nombreux. Et notre premier invité aujourd'hui, puisque ce Next Gen Summit va durer une semaine, Pierre Synodinos. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous, CEO d'Aneo. Avant de parler d'Aneo et de toutes les entreprises, parce qu'il n'y a pas qu'Aneo, il y a plusieurs entreprises dans ce groupe que vous avez créé. D'abord, quelques mots sur votre parcours, parce qu'il va venir éclairer aussi peut-être la manière dont vous vous intéressez au management, aux innovations managériales. Vous êtes à l'origine un champion de kitesurf, en tout cas quelqu'un de passionné de kitesurf. Oui, alors champion, à l'origine j'ai beaucoup fait du funboard, de la planche à voile. Oui, ça a bien démarré par le fun, on est d'accord. Le funboard, où là j'ai fait quelques compétitions internationales. Puis effectivement, à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de m'y consacrer à 100%. Et donc là, je me suis bien éloigné des centres urbains, des bureaux, de l'université, de tous ces éléments-là, pour vraiment vivre ma passion au bord de l'océan. Et ça n'est que bien plus tard que finalement, je me suis retourné vers la ville en me disant j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans, et d'y retourner, et puis de rentrer dans ce qui était à l'époque ma passion, parce que je suis un homme de passion, qui était la technologie, et de regarder un peu comment la technologie allait façonner le monde qui était en train d'émerger. Et puis je me suis naturellement retrouvé dans des sociétés de tech, et puis j'ai fondé un jour la mienne, pour accompagner la transformation des organisations. Donc effectivement, je suis parti, on pourrait dire, de la plage. J'aime à dire que j'ai grandi dans l'île d'Oléron. J'ai aussi des origines dans l'île du Grand Bleu en Grèce. Et puis finalement, je me retrouve en Île-de-France, qui est un peu moins glamour. Ouais, il reste le mot île quand même. Voilà, il reste le mot île qui fait la connexion. Mais qu'est-ce que vous a apporté finalement ce parcours de vie un peu atypique? Parce qu'on reçoit des invités, et c'est très bien, qu'on fait HEC, qu'on fait des grandes écoles, qui ont eu un parcours, j'allais dire, classique pour arriver là où ils sont. Vous, c'est pas le cas? Ça m'a apporté finalement un regard neuf sur les problématiques que j'ai regardées. C'est-à-dire quand j'ai créé un cabinet de conseil, j'ai pas réappliqué des méthodes ou des organisations que j'avais connues par ailleurs. Je suis parti de la page blanche et finalement de réécrire en fait dans la tech aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. C'est-à-dire qu'on réécrit plusieurs fois le même logiciel. On évite de le maintenir, on le réécrit. Et puis là, moi j'ai réécrit un cabinet de conseil en partant de zéro. Et ce regard neuf, finalement, il est dû à mon parcours atypique puisque j'avais pas des racines dans des grandes écoles et puis dans des grandes villes. Et ça vous a aidé? Alors, handicapé ou aidé? C'est compliqué, mais je n'aurais pas pu faire autrement. Donc, quelque part, il y a une notion de ne pas avoir le choix dans cette histoire-là. Et puis, c'est quand même assez exaltant de réinventer la roue. Même si ça vous fait passer par des ornières qu'on pourrait finalement éviter, mais ça vous permet aussi de trouver des choses assez originales. Aneo, Morissette, Aldwin, 98,50 €, etc. Ouais. C'est hallucinant les noms que vous trouvez. Ça aussi, c'est un côté funboard, original. Ça vient d'où tout ça? Nous, on croit beaucoup à la créativité. Là, on le voit. L'innovation, mais à la créativité. La créativité, c'est avant tout une qualité humaine. Et puis, quand on l'applique au business, ça devient de l'innovation et ça touche le marché. Donc, nous, quand on réfléchit à des noms, il faut qu'il y ait du sens, il faut que ce soit porté, il faut que ce soit un collectif. Donc, effectivement, on met beaucoup d'énergie autour d'énergie ou de temps, mais c'est un vrai plaisir que d'imaginer ces noms de marques qui doivent incarner quelque chose derrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes l'un des partenaires de ce Next Gen Summit et qui finalement essaie de faire de la prospective, se dire à quoi va ressembler le monde dans 10 ans, le monde du management.
enfin, pour le dire simplement, on sort d'une crise qui est historique et incroyable et qui a disrupté, vous êtes d'accord, notre façon de travailler et de penser le travail. On est rentré dans une nouvelle ère. C'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Ou est-ce que doucement la marée revient ou l'élastique revient au même endroit, même s'il ne revient jamais tout à fait au même endroit? Alors, je pense que le pivot, la ligne de crête a été passée il y a plusieurs années, même avant le Covid, en fait, parce qu'on sent qu'il y a déjà une désaffection des nouvelles générations sur l'entreprise dite traditionnelle. Il y a aussi le sentiment qui est partagé par beaucoup de patrons et de patrons du CAC 40 jusqu'à des patrons de PME. Des fois, l'impression de rouler dans une voiture où le frein à main est tiré, c'est-à-dire où on se dit est-ce que mon organisation, est-ce que ma communauté donne sa pleine puissance? Puis un troisième paramètre qui est est-ce que les humains s'épanouissent bien dans cet environnement-là, qui est une question qui aujourd'hui prend encore plus de sens avec la RSE, avec la transition écologique, où effectivement on se dit là il y a quelque chose à changer. Donc ça a démarré avant le Covid. Ça a accéléré le Covid. Et la crise sanitaire, ça a accéléré puisque ça a mis une contrainte incroyable qui fait qu'on ne pouvait plus aller au bureau. Donc il fallait télétravailler. Donc là, ça a accéléré terriblement les choses. Le télétravail, c'est l'hybridation, parce que c'est un sujet, on parlera de l'observatoire que vous avez mis en place justement pour calculer, mesurer finalement l'état d'esprit des collaborateurs. C'est l'hybride qui va dominer là. Ah oui, c'est l'hybride. Il n'y a pas de doute. Oui, en fait, il y a quelques années, on a vu émerger les espaces de coworking, qui étaient déjà une nouveauté, puisque c'était un tiers-lieu dans lequel on pouvait aller travailler. Aujourd'hui, on voit des problèmes techniques liés à des gens qui vont télétravailler dans un pays étranger. En Grèce, par exemple. En Grèce, par exemple, qui fait beaucoup d'attractivité au niveau fiscal pour des travailleurs nomades. Donc, on voit qu'il y a des sujets techniques et d'assurance avec lesquels les entreprises ne sont pas tellement à l'aise, puisqu'on ne sait pas assurer correctement un travailleur parce qu'on ne sait pas s'assurer que son lieu de travail dans son domicile est conforme d'un point de vue électrique, etc. Donc, ça pose un certain nombre de... Effectivement, assurance maladie et mutuelle, c'est-à-dire qu'on ne vient pas en Grèce avec sa carte vitale, on est bien d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi repenser tout ce processus d'accompagnement du collaborateur. Aujourd'hui, on est clairement mal armé pour faire face, techniquement, j'entends, mal armé pour faire face à ces situations qui sont des vraies demandes des nouvelles générations. Pierre Synodinos, il y a un débat sur le management. Et encore une fois, votre parcours vient aussi peut-être éclairer d'une autre manière le regard que vous portez sur ce management. On a eu un management assez vertical, finalement très descendant. Il fallait exécuter. Là aussi, j'ai l'impression que la crise Covid a tout balayé, bousculé ces habitudes-là. Oui, alors en fait, encore une fois, ça a démarré avant. Oui, c'est effectivement, on est issu d'un management dit taylorien, qui est issu à la sortie d'une organisation scientifique du travail. Donc certaines personnes pensent, d'autres exécutent, et c'est dans cette verticalité qu'on a finalement construit nos organisations d'aujourd'hui. Et ça passe plus, ça. Non, on sait que ça fonctionne plus. On sait qu'on n'a pas le maximum d'intelligence collective avec ce système-là. Vous savez, il y avait des gens qui disaient que la somme des QI de votre équipe sera toujours supérieure à la vôtre, quoi que vous fassiez. Donc si vous animez à peu près intelligemment ces différents QI, vous aurez toujours des idées bien plus riches que si vous fonctionnez seul dans votre bureau à réfléchir. Quelques mois avant de nous quitter, l'Observatoire, on peut déjà le consulter ou il est en gestation là, cet observatoire? Alors non, en fait, l'Observatoire, c'est vraiment un observatoire de l'innovation managériale au sens large. Il va sortir tous les trimestres. Là, on est sorti un petit peu en décalé pour être prêt pour le summit, mais il est déjà consultable et il est effectivement directement orienté sur ce qu'on appelle le travail hybride et flexible, c'est-à-dire ce sujet d'un travailleur qui n'est plus tous les jours au bureau. Et vous, vos collaborateurs, parce que je reviens vers vous en tant que CEO de toutes ces entreprises, de ce groupe, comment ça se passe? Ils vous ont tout de suite dit, parce que vous êtes un patron, j'imagine, ouvert, finalement un peu disruptif aussi. Je suis un patron sans secrétaire et sans bureau. C'est ça, vous êtes complètement original. Et nomade. Mais ils vous voient où alors, vos collaborateurs? On se voit dans tout un tas de rituels dans lesquels on se retrouve pour faire de la convivialité, faire de l'intelligence collective, et puis on se retrouve tous de manière horizontale au même niveau pour travailler ensemble en fait. Dans un espace qui est un tiers-lieu, qui est un coworking? Un tiers-lieu, vous voyez, cet après-midi par exemple, j'ai une grosse session de travail avec tous les vendeurs de la boîte. On va dans un espace d'escalade urbain qui est dans le centre de Boulogne, et puis on va à la fois travailler là, prendre du plaisir, réfléchir, et faire des choses. Donc on se retrouve dans ces endroits-là, et nous on est un petit peu privilégié parce que dans le conseil, on était déjà travailleurs nomades depuis très longtemps, parce qu'on est en mode projet, on n'a pas une usine à faire tourner tous les jours, on a des projets qui démarrent chez des clients. Donc on était déjà dans ce fonctionnement-là depuis pas mal d'années en fait. Donc cette chose-là n'a pas changé fondamentalement nos habitudes, elle a juste posé quelques frontières. Avant de nous quitter, Pierre Synodinos, vous recevez, vous faites une réunion avec les commerciaux, ça veut dire qu'il y a quand même l'idée d'aller chercher chez des clients des marchés, évidemment. Les arguments là, pour cette rentrée,
on est déjà rentré. C'est quoi les arguments des commerciaux? C'est de leur dire soyez vigilants, attention aux transformations. Vous risquez de vous faire dépasser. Les salariés vont aller plus vite que vous. Qu'est-ce qu'on leur dit aux entreprises, aux prospects? À vos prospects, ouais. Alors écoutez, sincèrement, en ce moment, on n'a pas grand-chose à leur dire parce qu'ils sont confrontés à une situation. Ils ont compris en fait. Ils sont confrontés à des collaborateurs qui leur disent non, je ne viens pas travailler au bureau. Donc quelque part, ils cherchent de l'aide et du conseil sur ces sujets-là. On n'a pas trop d'efforts à faire pour les convaincre qu'il y a des sujets d'accompagnement sur ces thèmes-là. Aller au Next Gen Summit. Oui, je vous invite à y aller parce qu'à la fois Luc est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre de son livre, dans le cadre de son livre, qui est quelqu'un qui porte et qui incarne vraiment cette nouvelle vague autour du management et des organisations. Parce qu'on parle. C'est un jeu de mots, ça. Hein. C'est un jeu de mots, Pierre. Ouais. Toujours la mer, vous ramène à la mer, vous en fait. Hein. Absolument. J'ai du mal à m'en détacher. Nouvelle vague. L'événement va être à la fois international, avec beaucoup d'ateliers, très expérientiels, des performances d'artistes. Enfin voilà, ça a été construit de manière à être vraiment autre chose qu'un simple salon dans lequel on passe, on circule et on consulte des plaquettes. Une forme d'hybridation où l'homme est au centre, parce que c'est un peu ça votre philosophie. Oui, c'est humain, c'est de délivrer une expérience en fait. Donc il y a des performances d'artistes, il y a des ateliers dans lesquels le public collabore pleinement, on a des ateliers d'intelligence collective, il y a évidemment les étériels keynote où il y a des gens très inspirants qui vont vous raconter des choses extraordinaires. Et voilà, tout ça est mêlé avec le doigté de Luc et de ses équipes qui ont fait un événement, je pense, assez unique en son genre et qui a pris sa place finalement en 2 ans assez facilement. Oui, c'est la 2e édition. Oui, surtout qu'il en a fait une en plein Covid, ce qui était une performance incroyable. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Next Gen Summit, c'est à la Défense pendant 1 semaine. Et je remercie Pierre Synodinos d'être venu nous rendre visite et son parcours incroyable et sa manière finalement de voir le monde qui doit forcément irradier les collaborateurs avec lesquels il travaille. Je l'espère. Merci d'être venu nous rendre visite et Merci puis bon retour à la Défense forcément parce que vous allez repartir au Next Gen. Smart et Réglo, on fait du droit. Bah oui, le droit c'est important, on vient de l'évoquer d'ailleurs avec Pierre. On parle de la fiscalité des avantages en nature attribués aux entreprises. Est-ce qu'il faut les taxer? Sont-elles taxées? Point et focus, éclairage juridique dans quelques instants après ce jingle. La fiscalité, c'est un sujet très important, objectivement très technique et souvent très complexe. Géraldine de Maria, merci de nous rendre visite et de nous éclairer juridiquement. Vous êtes juriste en fiscalité du patrimoine chez SVP Décision Décisionnelle. D'abord, une définition, c'est quoi la fiscalité globalement c'est tout ce qui appartient à l'entreprise? Tout ce qui est dans l'entreprise est fiscalisé? Alors, la fiscalité de l'avantage en nature, c'est quelque chose qui va être fiscalisé au niveau du salarié qui est bénéficiaire de l'avantage. Donc, c'est soumis à l'impôt sur le revenu et ça va être déduit comme une charge de rémunération dans l'entreprise. Donc, les avantages en nature traditionnels, on est d'accord, sont taxés à l'IR. Les avantages en nature sont aussi bien d'un point de vue cotisation sociale que d'impôt sur le revenu, sont taxés à l'impôt sur le revenu, en effet, entre les mains du salarié qui en est le bénéficiaire. Puisqu'il a le droit d'utiliser à des fins privatives un bien ou un service qui lui est attribué par son employeur. Exemple concret? La situation la plus classique de l'avantage en nature, c'est la remise d'un véhicule de fonction que le salarié va avoir le droit d'utiliser, bien évidemment, à des fins professionnelles. Ça, c'est une utilisation professionnelle qui n'est pas un avantage en nature. Non. Mais il va aussi avoir le droit de l'utiliser le week-end pour partir en vacances. Et cette utilisation-là est constitutive de l'avantage en nature et donc d'une rémunération. Donc, ça veut dire qu'il est dans l'obligation de déclarer. Comment on calcule d'ailleurs cette quote-part entre la semaine et le week-end d'un véhicule de fonction? Alors, l'avantage... Ça, c'est vous qui le faites? C'est le service paye, en fait, qui le fait, en pratique. Donc, c'est l'employeur qui inscrit la valeur de l'avantage en nature sur la fiche de paye. Et depuis 2002, les URSSAF ont prévu un barème forfaitaire. Donc, ça permet, en fait, de faciliter un petit peu les choses. Et donc, on considère que pour un véhicule de fonction, par exemple, un avantage en nature, il est de l'ordre de 30% du coût de la location du véhicule ou 40% si l'employeur fournit le carburant, par exemple. Donc, qu'il va intégrer, donc, de fait, qu'il va devoir déclarer puisqu'il recevra... Exactement, qui se rajoute sur le bulletin de salaire, qui va être soumis à cotisation sociale, puis ensuite qui va se retrouver dans le cumul net imposable et soumis au prélèvement à la source. Alors, tiens, on va parler d'un sujet dont on vient de parler avec notre invité précédent, c'est le télétravail et son arrivée. Ça, c'est une nouveauté. Parce que là, on parlait des voitures,
traditionnelle, la voiture de fonction, on connaît. Il y a d'autres objets, d'autres outils qui sont entrés dans le champ des avantages en nature. Alors, il y a des outils qui étaient déjà dans le champ des avantages en nature, enfin, là, mais qui se sont beaucoup plus vulgarisés ou répandus. Ce sont en effet tout ce qui est outils issus des nouvelles technologies, c'est-à-dire le téléphone, le smartphone, l'ordinateur portable. Ah oui, vital. Où bien évidemment, on va s'en servir essentiellement à des fins professionnelles, mais on ne va pas pouvoir le verrouiller et les salariés vont avoir le droit éventuellement de les utiliser à des fins privatives. Ceux-ci sont théoriquement constitutifs d'un avantage en nature. Difficile à calculer là quand même, non? Difficile à calculer, mais il y a aussi un forfait URSSAF, 10% de l'abonnement. Ouais. Ceci étant, l'URSSAF pense à tout. URSSAF et l'administration fiscale, on pense à tout. Ceci étant, dans leur grande générosité, tant les URSSAF que l'administration fiscale ont considéré qu'une utilisation raisonnable pour les besoins courants de la vie familiale et professionnelle pouvait être considérée comme négligeable au regard de l'avantage en nature. Donc pour les salariés, ce n'est pas tout à fait vrai pour les dirigeants. On peut bien souvent avoir un avantage en nature qui va en pratique celui-ci être exonéré parce qu'on va considérer qu'il va passer juste un petit coup de fil ou qu'il va faire une recherche très brève sur Internet et que ce n'est pas suffisamment parlant pour être constitutif d'un avantage en nature. Putain, pour la voiture, on peut le quantifier, le calculer par les week-ends. Là, c'est compliqué de savoir à quelle heure et quel jour on a ouvert l'ordinateur pour le travail et pas. Et la réalité, c'est que le coût n'est pas exactement le même non plus. C'est ça. Et donc la fiscalité n'est pas la même, la rentabilité n'est pas la même. Est-ce qu'il y a eu des évolutions, Géraldine, depuis 30 ans, 20 ans, des évolutions sur cette taxation des avantages de nature, ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez flat? Ça bouge pas beaucoup? Ça bouge pas énormément. La grosse réforme, elle date de 2002, justement avec l'introduction, cette évaluation forfaitaire de l'avantage en nature, qui a été introduite par les URSSAF et à laquelle l'administration fiscale s'est reliée, ce qui est quand même une avancée gigantesque, pour une fois qu'on est à peu près harmonisé d'un point de vue social et fiscal. C'est rare, faut le dire. Il faut s'en féliciter. Est-ce qu'il y a des avantages qui ne sont pas taxés, tiens, pour en revenir? Parce qu'on a évoqué l'idée que sur l'ordinateur et le téléphone, bon, c'est une forme de passe-droit, enfin, pour des raisons liées à la rentabilité fiscale. Là, il y a des choses qui ne sont pas taxées. Il y a très peu de choses. La réalité, c'est qu'il y a très peu de choses. On va avoir des champs qui sont soit fixés par la loi. Alors, l'exemple le plus typique, c'est la participation obligatoire de l'employeur au titre des transports en commun. Oui, ça c'est 50% de la carte de transport. Exactement. Et ça, c'est pas constitutif d'un complément de rémunération imposable et cotisable. Les mutuelles, j'imagine? Les mutuelles aussi, tout à fait, puisque celles-ci, elles sont obligatoires. Alors, les mutuelles, il faut se méfier. Tout ce qui est prévoyance, d'accord, c'est en effet exonéré. Par contre, la couverture frais de santé, donc la mutuelle au sens strict du terme, depuis 2013, si ma mémoire est bonne, la part patronale, elle est réintroduite dans le cumul imposable du salarié. Ça, effectivement, c'est une subtilité qu'il faut connaître. Enfin, c'est un casse-tête, hormis quand on est une juriste fiscaliste. Mais pour les Français, c'est un casse-tête. Et même pour les chefs d'entreprise. C'est un casse-tête de lire un bulletin de salaire, on est d'accord. Donc la plupart du temps, les salariés lisent le bas du bulletin de salaire et le cumul se limite à ça. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de décortiquer un bulletin de salaire. Quelques mots sur là, on a parlé des salariés traditionnels, la voiture de fonction, le téléphone dans le cadre du télétravail. Qu'en est-il pour le dirigeant? Comment ça se passe pour lui? Alors le dirigeant... Statut un peu à part? Le dirigeant, il est, dans 9 cas sur 10, assimilé salarié. Donc, il va avoir un avantage en nature. Il a une potentialité d'avoir un avantage en nature un peu plus accru, on va dire, qu'un salarié lambda. Bien sûr. D'accord. Son évaluation va être exactement la même que pour un salarié. C'est-à-dire qu'il a le droit à une évaluation forfaitaire de l'avantage en nature. Cette évaluation forfaitaire étant toujours optionnelle. Et on peut toujours préférer avoir une évaluation au réel. On estime que... Le réel, il faut quand même le dire, il faut tout déclarer. C'est extrêmement fastidieux à calculer. Et c'est ce qui fait qu'en pratique... On prend le forfait. Exactement. Pour plus de simplicité et pour éviter tout débat avec les administrations. Donc, pour la plupart des dirigeants, l'évaluation, elle peut se faire au forfait. Il y a une catégorie de dirigeants pour laquelle c'est interdit, et ça c'est un peu méconnu, ce sont les gérants majoritaires dans les SARL. Tout à fait. Eux, ils sont obligés d'avoir une évaluation au réel, et là c'est vrai que quand on commence à rentrer dans des débats comme ça sur une utilisation privative du véhicule, une utilisation privative du smartphone, c'est une véritable ingérence dans une vie privée, ce qui est assez mal vécu et c'est compréhensible. Oui, puis en face, il faut quand même faire le bilan sur une année entière, de savoir à quel moment la voiture on l'a utilisée et justifier ses déplacements. Exactement. C'est juste impossible. Il n'y a pas de forfait pour les gérants majoritaires en SARL. Aucun. Donc ils n'utilisent pas cet avantage. Si, ils l'utilisent. Mais au réel. Bien souvent, ils s'organisent. La réalité, c'est que
Il y a quand même énormément d'entreprises qui ignorent cette impossibilité d'avoir recours au forfait et donc qui utilisent de facto le forfait. Et ça coince avec l'URSSAF. Ça peut coincer ou parfois on s'en contente parce que somme toute les URSSAF vont aussi avoir des difficultés à dire moi je considère que votre utilisation forfaitaire elle est supérieure aux fameux 30 ou 40% du coût de la location du véhicule parce qu'ensuite c'est une problématique de charge de la preuve. Chacun affirmant une chose impossible à démontrer. Juste un mot, les gérants majoritaires utilisent parfois aussi les frais kilométriques pour le remboursement et donc ça contourne la question du forfait des avantages en nature. Alors on va dire que là on est dans une situation qui est inversée, c'est-à-dire que le gérant majoritaire, il va donc utiliser sa voiture personnelle pour se déplacer d'un point de vue professionnel. Exact. Donc là, on parle de remboursement de frais professionnels et non pas d'avantages en nature. Le remboursement de frais professionnels, ce n'est pas un élément de revenu imposable. Donc c'est un remboursement. Il faut qu'en effet, dans ce cas-là, ils tiennent de la même manière un carnet de bord pour dire « je me suis rendu de tel endroit à tel endroit chez un client, j'ai mis tant de kilomètres, etc. » Donc le contrôle, il se fait sur une dépense professionnelle, ce qui est en général mieux vécu, mais il y a un contrôle tout de même. Mais la fiscalisation n'est pas la même, on est bien d'accord, Géraldine? Non, en effet, il n'y a pas d'imposition sur les remboursements de frais professionnels. C'est ça, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Donc il y a peut-être un contournement par le biais de ces remboursements de frais professionnels. C'est vrai, mais ça implique que financièrement, il assume le coût de son véhicule. Il assume le coût de son véhicule. C'est un calcul à faire et un choix à faire. Exactement. Là, on ne parle pas de grandes entreprises, mais on parle de gérants de sociétés, de PME notamment. Exactement. Merci Géraldine de Maria d'être venue sur le plateau. Juriste en fiscalité, on vient de le comprendre, fiscalité du patrimoine chez SVP Information Décisionnelle. On fait une petite pause. Tiens, on va parler non pas fiscalité, encore que, on va parler des banques, de la banque, de l'histoire des crises qui ont égrené les banques, crise financière. On va parler du Covid à l'occasion de la sortie d'un livre. Maintenant, le 21e siècle peut vraiment commencer. Ces deux auteurs sont mes invités. Aujourd'hui, on va parler d'histoire, de politique et puis d'histoire financière aussi. C'est juste après le jingle. Le cercle RH, notre débat quotidien. Quand une économiste rencontre un banquier, ça donne un livre. Maintenant, le 21e siècle peut vraiment commencer. Le titre est intéressant. Préface d'André Comte-Sponville. Alors, vous le savez, il est philosophe et pas ni banquier ni économiste. C'est qu'il y a un regard comme ça, un peu en hauteur dans cette préface qui est très intéressante. Édition Erol. Et les deux auteurs sont avec moi. Christina Peiquiti, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste chez Natixis, conseillère du commerce extérieur de la France au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez participé évidemment activement à l'écriture de ce livre. Merci d'être avec nous. On vous écoutera parce que vous avez rencontré un banquier. Quand l'économiste rencontre le banquier, ils font un livre. Alors, je ne sais pas qui est à l'initiative de ce livre. C'est moi. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce livre. Jacques Bessade est avec nous. Bonjour Jacques, vous êtes secrétaire général du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Vous avez un parcours très intéressant par ailleurs parce que vous avez eu un parcours à l'international, à Londres, en Asie. Vous avez, comme on dit, bourlingué dans la banque et vous avez écrit ce livre. D'abord, juste un petit mot, au-delà du titre, c'est l'éditeur ou c'est vous qui avez créé ce titre? C'est l'éditeur qui a eu cette idée-là. Qui est un titre intéressant, hein. C'est l'éditeur qui a eu cette idée-là et le livre, c'est effectivement la rencontre de deux personnes. Ça a commencé par une discussion autour d'une table et où on s'est rendu compte qu'avec deux angles de vue différentes, celui de l'économiste, celui du praticien de la banque, on avait sur les sujets du moment des analyses qui étaient en réalité les mêmes et sur la façon de regarder l'avenir également des perceptions qui étaient les mêmes, des suggestions qui étaient les mêmes. C'est un livre, pour le dire, puisqu'on commente aussi votre livre, on va parler économie, banque et transformation du monde, parce que c'est un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre de prospective, puisqu'à la fin, vous nous donnez quelques clés comme ça pour que les banques soient saines et vertueuses. Il y a quand même l'idée des répétitions qui finalement s'accumulent, des crises financières, celle de 29, de 2008. L'histoire des crises est celle d'une vie au-dessus de nos moyens financiers, organisationnels et climatiques. J'ai appris plein de choses. Est-ce que toutes ces crises se ressemblent ou est-ce qu'elles sont toutes différentes? Et est-ce qu'elles ont, excusez-moi, c'est une double question, toutes produit les mêmes effets? La crise de 1929, celle de 2008 et celle de 2019 se ressemblent parce que ce sont des crises mondiales d'une très grande amplitude qui ont les mêmes effets. Donc on a une incertitude très élevée au démarrage de la crise. Par la suite, on a une baisse drastique du commerce mondial.
Et une inflation, puisqu'il y a le débat de l'inflation qui revient en France, moins importante. Après l'inflation, bon, je parlerai après. Et donc, en troisième point, donc, il y a une hausse des inégalités qui s'accompagne donc de la hausse du risque politique. Donc, du populisme, vous utilisez le mot. Oui, c'est tout à fait, c'est le populisme. Après, on voit que comme la crise de 2008 a été mieux gérée que celle de 1929, le populisme est monté, mais moins, il n'a pas déclenché une guerre. Donc, mais il a provoqué et créé des Trump. Il a provoqué le Brexit. Parce qu'à chaque fois, en fait, c'est les pays où la crise a commencé s'en sortent le mieux. Donc, c'est le cas des États-Unis pour 1929-2008, c'est le cas de la crise pour le Covid. Et donc, c'est l'Europe qui paye la facture. Ouais. Il y a quand même dans ce livre aussi un livre d'histoire où on apprend beaucoup de choses parce qu'il y a des points très précis. Vous donnez le déclenchement de cette crise de 29. Un homme dit non, on ne va pas renflouer cette banque Bank of United States, qui dit je ne renfloue pas. Et quelqu'un lui dit mais attendez, c'est une énorme bêtise de ne pas le faire. Et il s'obstine et il ne renfloue pas. Et on provoque cette crise, on est d'accord. On est d'accord, c'est-à-dire une sorte d'obstination humaine. Que ce soit la crise de 1929 et celle de 2008, elles ont commencé par la faillite d'une banque qui aurait pu être sauvée. Et c'était une banque qui était solvable, mais pas liquide. C'est-à-dire, on aurait pu la sauver, mais c'est effectivement quelqu'un qui dit non. En 29, auparavant, il y avait eu des banques qui avaient été sauvées, vous le dites. Absolument, et comme en 2008 aussi. Mais pourtant, on a laissé la Banque des États-Unis faire faillite donc en 1930 et Lehman Brothers en 2008, alors qu'à chaque fois, les dirigeants de ces banques ont dit que les répercussions seront mondiales. Dans ce livre, et je me tourne vers le banquier, parce que c'est un livre à 4 mains, et je ne sais pas si tout s'est bien passé pendant l'écriture. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes posé des questions sur le plan, je dirais, intellectuel. C'est ça qui est intéressant dans ce livre. Il y a une forme comme ça, pas de mea culpa, pas du tout, mais d'un peu de réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire que le peuple, souvent, accable les banques en disant mais elles sont responsables de tout, les économistes se trompent tout le temps, et les banques doivent être encore plus serrées. Vous dites oui, c'est vrai. Vous ne niez pas d'ailleurs cela, mais vous dites attention. C'est un peu ça le message du livre. On peut taper fort sur la tête des banques, mais on aura toujours besoin des banques. C'est un peu ça le message. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que les banques n'ont pas bonne presse en général. Ça dépend des pays. En tout cas, en France, elles n'ont pas très bonne presse en général. Et tout ce qui est financier est un petit peu suspect. Et on souhaite aussi dans ce livre, c'est en partie d'ailleurs la partie historique, rappeler ce que c'est que le métier des banques, le vrai métier des banques qui existe depuis très longtemps et qui consiste à gérer l'épargne de ceux qui en ont et le diriger vers les besoins de ceux qui n'ont pas d'épargne mais qui ont besoin d'investir. Souvent l'épargne, c'est plutôt des personnes individuelles et les besoins, c'est plutôt des entreprises, des États, des constructions d'infrastructures, etc. Et c'est ça le métier de base de la banque. Et celui-là... Métier dangereux, parce que... Métier dangereux. Sophie-Philippe Lebel, vous le dites dans le livre, celui qui prêtait, on l'a tué, comme ça, on effaçait la dette. C'était réglé. À l'époque, c'était réglé. C'est une façon physique d'effacer la dette. Il n'y avait plus de dette. Voilà. On la faisait pas rouler, comme on dit. Qui existe moins aujourd'hui, on peut s'en réjouir, mais qui montre que déjà, à l'époque, on n'avait pas toujours une très bonne opinion des banquiers. Et ce besoin, il est là, il continue d'exister, et donc la nature de financier de l'économie que jouent les banques, elle ne va pas disparaître et elle est utile. Maintenant, comme beaucoup de métiers, il peut être bien ou mal exercé et il peut y avoir des dérives, et il faut reconnaître qu'il y a eu, à certains moments dans l'histoire des banques, avant les grandes crises notamment, des dérives qui ont amené à cette crise. L'économiste que vous êtes, ces crises, quand même, s'accompagnent d'un appauvrissement des populations, d'une manière assez claire, automatiquement. On pense à celle de 29 et ces fameuses brouettes pour aller acheter une baguette de pain en Allemagne, qui va conduire à la Seconde Guerre mondiale. 2008, on voit cette espèce de fragilisation des économies, moins forte que celle de 29. Est-ce que, pour être plus près de notre histoire contemporaine, la crise Covid peut provoquer, puisqu'on est encore trop près de la sortie de cette crise, puis on nous annonce d'ailleurs une 5e vague qui fait que nous rentrons de nouveau dans une crise, donc tout ça est incertain. Est-ce qu'on peut imaginer les mêmes conséquences à cette crise Covid ? C'est-à-dire, vous nous dites populisme, appauvrissement des populations, danger de guerre, puisque c'est de ça dont il est question. Est-ce qu'on peut comparer comme cela la crise Covid ?
La crise Covid, elle n'est pas une crise financière, c'est une crise sanitaire, mais qui est globale. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses, parce que chaque crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Et il est très important de faire une réelle redistribution des richesses, parce que Talleyrand disait que la barbarie rôde toujours, est toujours à deux pas, rôde autour de la civilisation. Et dès qu'on lâche pied, elle revient. Et c'est tout à fait ça. On est là, on en est là. On en est là, on est à ce moment. Mais je pense qu'après, c'est une histoire vraiment de... je parle beaucoup de ce qui est culture, parce que c'est une histoire de culture et c'est une histoire aussi de pauvreté. On peut comprendre, le populisme est un signe de détresse de la population, un signe, parce que c'est une population qui était pauvre et qui s'est encore appauvrie. Jacques Bessade, l'intérêt de ce livre, c'est que ce n'est pas un livre technique sur les métiers de la banque ou sur la technique. C'est un livre qui fait des navettes permanentes entre l'histoire, la vie économique, la vie politique. Vous êtes d'accord, vous êtes, j'imagine, totalement en ligne avec ce que dit votre co-auteur. On fait comment pour éviter les drames que l'on a en mémoire? Je pense au drame de la crise de 29 entraînant la Seconde Guerre mondiale, l'appauvrissement et la montée des populismes, le Brexit. Est-ce qu'on est capable d'arrêter la machine là? C'est un sujet fondamental. Oui. Il faut tirer les leçons des crises et il faut, c'est ce qu'on a essayé de faire parce que ça nous paraît très important, prendre une vision d'ensemble du sujet qu'on a à traiter. Et d'ailleurs... c'est ce qui a nourri nos discussions, c'est ce qui a fait que parfois on n'était pas d'accord et on a eu besoin de se convaincre l'un l'autre pour co-signer un certain nombre de propositions, par exemple. Oui, parce qu'à la fin, il y a des propositions. Et le propre de ce livre, vous le soulignez, merci Arnaud, justement, c'est qu'il n'est pas très technique, mais il essaye d'embrasser assez large. Alors les super techniciens trouvent que ce n'est pas assez technique, mais ce qui nous a paru intéressant à nous, c'est d'avoir cette vision large. Parce qu'il y a des questions de société, il y a des questions d'évolution culturelle, sociale, politique, qui explique les situations dans lesquelles on est. Et essayer de résoudre le sujet uniquement en s'attachant aux problèmes financiers quand on a une crise financière. C'est une vision globale du système que vous avez essayé d'embrasser. C'est ça qui est intéressant dans ce livre. Et il faut bien voir que les sujets financiers, les banques, le rôle des banques, etc., sont très liés à l'état de l'économie en général, qui lui-même est lié à l'état de la société en général. Il ne peut pas y avoir de banque qui aille bien dans une économie qui va mal. Et donc, on doit regarder les choses dans l'ensemble et dans la crise que nous traversons en ce moment, qui est une crise d'origine sanitaire, une partie de la réponse est d'origine sanitaire également. Elle est dans le fait d'avoir une santé qui est mieux gérée, de façon à mieux résister aux problèmes sanitaires. Dans le livre, vous le dites, parce que c'est important que vous l'écriviez, je suis persuadé que c'est vous qui avez tenu la plume à ce moment-là, vous dites, c'est vrai que les banques ont fait des erreurs au cours de l'histoire, et je ne le conteste pas, mais elles ont été en première ligne sur le financement des PGE, elles ont été agences ouvertes, puisque c'était des produits, des métiers de première nécessité, donc les banques ont répondu présent, et elles n'ont jamais autant travaillé, il faut quand même le redire, pour écrire, façonner ces PGE que vous avez fait, enfin les banques et vos collègues, en une quinzaine de jours. C'est-à-dire que ça aussi, c'était une petite révolution. Quand on voit l'épaisseur d'un prêt, 1,50 m de papier, enfin, il suffit d'avoir fait un emprunt pour s'en rendre compte, il y a une agilité quand même des banques à ce moment-là. Il y a une très grande agilité. Les banques ont conscience qu'elles ne vivent que parce qu'il y a une économie autour d'elles. Et leur sort est lié à celui des gens à qui elles ont prêté. Donc c'est un intérêt complètement partagé. C'est vrai qu'elles ont mis en place les PGE que l'État a institués en prenant une part de responsabilité très forte pour que ça aille vite. Elles ont aussi, la plupart d'entre elles, les nôtres en particulier, sans même attendre les PGE, prorogé un certain nombre de crédits automatiquement vis-à-vis de leurs clients pour être à leur côté dans ce moment d'inquiétude, d'incertitude. De guerre, hein, ce sont les mots du président. Nous étions entrés en guerre. Tout à fait. C'est un mot qui résonne encore à l'aune de votre livre. Un président, face caméra, dit « nous sommes en guerre ». C'est assez troublant quand même ce mot.
Vous avez eu ce sentiment, là, vous Oui. aussi, en écoutant le président? Parce que là, vous nous parlez de guerres qui font des millions de morts. Là, aujourd'hui, elle tue cette guerre, mais elle tue des malades. Elle ne tue pas avec des canons. On est quand même dans une situation très différente, malgré tout. Est-ce qu'on n'a pas un peu exagéré les choses? D'une certaine manière, les crises se sont enchaînées parce qu'en 1929, l'Europe a perdu à tout jamais la première place mondiale. Après, on peut toujours la reconquérir. Après, en 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'on a payé la facture de la crise financière avec la santé des Français et avec le système de santé français, parce que c'est là qu'il y a eu des coupes budgétaires énormes pour les hôpitaux. Et des déficits, il faut qu'on en parle, qui se sont creusés, évidemment. Voilà, tout à fait. Et aussi, si vous regardez la base de données de l'OCDE, vous pouvez voir que la santé des Européens s'est dégradée après la crise de 2008. Il y a le surpoids qui monte en flèche, parce que il y a de la pauvreté qui monte. Néanmoins, elle a été bien gérée dans l'immédiat. Mais à moyen terme, le populisme a surgi. Vous l'évoquez, hein, la question du surpoids, la question aussi du travail de prévention que l'on ne fait pas assez, en vous appuyant même, j'ai trouvé ça assez magique d'ailleurs, vous évoquez les civilisations chinoises et la manière dont les Chinois ont à soigner leur corps préventivement. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui chez nous, on est dans une médecine très allopathique. Revenons à la banque et j'allais dire à leurs salariés, parce que les banques, c'est aussi des collaborateurs. Vous dites, les femmes ont payé très cher cette crise Covid, ça vous l'écrivez, elles ont été les premières, en première ligne, elles l'ont payé cher. Et puis vous dites deux choses à travers cette situation, c'est le télétravail, il s'est institutionnalisé, on ne reviendra plus en arrière. Alors vous parlez, j'imagine, de tout le monde, mais vous parlez aussi de l'espace professionnel dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que les banques sont elles aussi impactées par cette transformation. Oui, c'est vrai. C'est un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les crises, qu'elles accentuent des différences qui existaient précédemment. Elles mettent en valeur des mouvements qui étaient déjà à l'œuvre et qui brusquement sont révélés au moment de la crise. La situation des femmes fait partie de ces exemples. La situation du télétravail aussi. Le télétravail, il existait. Il y avait déjà une aspiration, il y avait des gens qui en faisaient, plus ou moins. À faible dose. Voilà, à faible dose. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'était considéré comme un accommodement qu'on accordait à certains. Voilà, on le tolérait plus qu'on ne le promouvait. Et brusquement, on a été forcé de se mettre en télétravail. Lorsque vous parliez du terme de guerre qui a été employé par le président de la République, c'était un peu ça qu'il voulait dire. On rentre dans un monde différent où il faut s'organiser de façon radicalement différente. Et le télétravail a été pour beaucoup d'entreprises la façon de répondre à cela. À noter qu'en ce qui concerne les banques, justement, les gens qui étaient dans les agences ouvertes, ils n'étaient pas en télétravail. Eux, ils étaient sur le front, si j'ose accueillir dire, le public, à côté de leurs clients qui se demandaient comment ils allaient pouvoir faire à leur fin de mois, faire face à leur fin de mois. Pour les grandes entreprises, pour notamment la partie siège des grandes banques, pour les services là, il y a eu télétravail, etc. Là, il y a eu une généralisation du télétravail dont on s'est rendu compte brusquement que c'était possible et que les choses pouvaient marcher massivement avec le télétravail. Il y a son versant très négatif, on parlait des guerres, des morts, mais c'est aussi des accélérateurs de transformation, les crises. Parlons Europe. Et parlons BAL 3, parce que ça a un impact sur les Français, sur les salariés. On nous dit, et vous le savez mieux que quiconque, un BAL 4 se prépare, c'est-à-dire de nouvelles règles contraignantes qui vont peser sur les épaules des grandes banques, dont la BPCE, évidemment, fait partie. Déjà, dans votre livre, vous dites, attendez, nous, on en a un peu marre qu'on nous dise le cap que l'on doit tenir, là où on doit aller. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des panneaux de signalisation sur la route, que la route soit sécurisée, mais qu'on nous laisse investir, spéculer si on le souhaite, enfin développer notre richesse. BAL 4 a l'air plus sévère. Enfin, j'allais dire, vos incantations n'ont pas été entendues chez ceux qui négocient BAL 4. Enfin, je m'autorise à vous le dire, cher banquier économiste. Oui, mais on ne vous a pas entendu encore. Pas encore. Et de toute façon, il se passe beaucoup de temps. Vous voyez, les réglementations que certains appellent BAL 3, certains appellent BAL 4, des réglementations qui des sont... fonds propres, qui fait qu'il faut être solide. Voilà, qui sont en train de se finaliser en ce moment. C'est la réponse à la crise de 2008. Elles sont en train de se finaliser en ce moment avec une période de mise en œuvre qui va durer jusqu'en 2032. 2008, 2032, 24 ans. C'est quand même long.
par rapport à des cycles économiques, par rapport à des crises, etc. Donc, Et entre-temps, on a eu le Covid. Et entre-temps, on a eu le Covid. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a un empilement de règles, des règles de plus en plus touffues, des règles de plus en plus précises, qui limitent l'agilité des banques. Or, vous êtes en charge des risques à la BPCE par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais parce que le secrétaire général, c'est un titre chapeau, mais vous êtes en charge des risques. J'ai suivi les risques aussi, je continue de les regarder, et puis c'est une responsabilité collective. En réalité, dans une banque, tout le monde s'occupe de risques, y compris le directeur d'agence qui a des clients à qui il a prêté pour qu'ils achètent leur maison. Jusqu'au bout de la chaîne, bien sûr. Jusqu'au bout de la chaîne. Il y a une solidarité et ça fait partie, c'est une des constituantes, les risques du métier de banquier. Et ces réglementations extrêmement précises qui s'empilent les unes sur les autres, avec en ce qui nous concerne un niveau français, un niveau européen et puis des réglementations mondiales comme les réglementations de Bâle. Ce dont on parle en ce moment, c'est de leur déclinaison à l'intérieur de la zone euro. Elles mettent du temps à être écrites et bien souvent quand elles arrivent, elles ne répondent plus à la situation du moment mais à la situation. Elles sont décalées. Voilà. Et c'est un peu inévitable dans ce genre de négociations. Alors si elles sont très précises, du coup elles sont très contraignantes et il est difficile de faire preuve d'agilité avec un corps de contraintes qui est extrêmement touffu. En vous donnant des objectifs précis à tenir et vous dites laissez-nous donc. Je vous pose la question parce qu'il y a un débat un peu philosophique sur à partir de 2008, certains se sont dit les banques. Il faut les observer, il faut les contraindre. Elles font trop de bêtises, elles ont titrisé, elles ont joué avec des titres qui n'étaient pas sains. On se souvient de cet immobilier où les gens achetaient à crédit des maisons, puis tout s'est effondré. Puis ces titres se sont disséminés un peu comme des cancers dans le marché, sur le marché. Elle a raison, l'Europe, de serrer la vis aux banques ou au contraire, on devrait laisser plus de liberté, plus de marge de manœuvre. En un mot, faire confiance aux banques. Pour revenir à nos premiers mots du début, où les Français disent, attendons, les banques, elles sont cupides, elles se servent sur nous. Cette espèce de tiage-là, où vous situez-vous là, sur cette question-là ? Donc, il est vrai que la crise de 1929 et 2008 sont dues au financement de l'immobilier par les banques commerciales pour des clients de plus en plus risqués. Pauvres, pour le dire simplement. Voilà, tout à fait. Donc, les sous-premiers, subprime. Moi, je considère que l'union bancaire est une très très belle avancée et c'est ce qui a permis aux banques d'être en excellente santé et d'être capables de financer donc les entrepreneurs et les personnes physiques lors de la crise et maintenant qu'elles financent la relance. Donc c'est grâce à l'union bancaire. De Jean-Claude Juncker. De Juncker, oui. Un mot, il nous reste peu de temps, mais il nous en reste un tout petit peu. Souvent, on fait le procès aux banques d'être déconnectées de l'économie réelle. C'est un procès qu'on lui fait, qui est peut-être pas d'ailleurs totalement faux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'argent qui tourne sur elle-même sans finalement venir nourrir l'économie. Vous, à la fin de ce livre, vous avez fait le pari, alors c'est presque et je le dis sans humour, c'est presque un guide qui pourrait aider les candidats à l'élection présidentielle, parce qu'il y a des propositions extrêmement concrètes, je pense notamment, alors c'est un sujet qui n'avance pas, mais que vous soulevez, qui est la rénovation énergétique des bâtiments, créateur d'emplois, bon pour l'économie. Ça, c'est une des propositions parce que votre philosophie, c'est une croissance saine dans un monde sain. C'est ça, votre punchline. Et dans ces propositions, il y a notamment la rénovation des bâtiments. C'est bien ça. Les banques ont parfois fait des erreurs. Les crises que Christina évoque, à l'origine, ce sont de mauvaises décisions de crédit. Alors ensuite, ça s'est répercuté en Europe, la crise de 2008, des subprimes, etc. Mais à l'origine, il y a des gens qui, aux États-Unis, ont prêté de l'argent à des personnes qui n'étaient pas capables de rembourser. C'est le métier de base de la banque qui a été mal fait, en réalité. Et on a titrisé, c'est-à-dire qu'on a créé des titres. C'est-à-dire qu'on a répandu ça auprès d'autres personnes, et ceux qui ont payé les pots cassés, c'était parfois des banques européennes qui avaient acheté des titres sans comprendre ce qu'il y avait derrière. Les titres toxiques. Mais ça n'était pas les banques européennes qui, par elles-mêmes, s'étaient prêtées à cet exercice de subprime, par exemple. Alors, ce qu'on dit à la fin, effectivement, pour essayer d'avancer des propositions qui soient concrètes et qui répondent aux questions du monde d'aujourd'hui, aux défis qu'on a face à nous, la rénovation, par exemple, de notre parc de bâtiments, individuels ou collectifs, c'est que les banques aujourd'hui, par l'effet de la réglementation qui a été mise en place, Bâle 2, Bâle 3, etc., elles sont, notamment en Europe et notamment en France, solides, avec des capitaux qui sont des fonds importants, propres solides, des fonds propres qui sont là, donc elles sont particulièrement solides, et les épargnants ont beaucoup
d'argent de Et en côté, France en particulier. En ce moment, et en France en particulier. Et donc, il y a des moyens financiers qu'on peut mobiliser. C'est une grande différence avec les crises précédentes où les banques qui étaient à l'origine de la crise étaient en mauvaise posture. Aujourd'hui, elles sont en bonne posture. Aujourd'hui, il y a de l'épargne qui est là, qui est disponible. Donc c'est bon pour l'économie. Enfin, c'est bon pour notre économie. C'est bon pour l'économie et c'est bon pour financer ce qu'on a besoin de financer, qui est par exemple la rénovation du parc de bâtiments. Et les sommes que les banques mettent en jeu sont des multiples de ce que l'État, qui souhaite pousser à une économie plus vertueuse, plus écologique, etc., peut mettre par lui-même. Sur la transformation et la révolution de notre société, crise climatique, Glasgow, signal d'alarme, pour ne pas dire le 10e signal d'alarme, le monde bascule. Et il faudra financer. Ce sont des investissements longs et très lourds. On aura besoin des banques. Vous êtes sur cette ligne-là ? Oui, absolument. Dans les investissements, dans les fonds d'investissement. Oui, c'est dans ce sens-là que je disais que c'est bien qu'on a eu l'union bancaire avant, parce que maintenant on est prêt. Oui, voilà. Parce que maintenant on est prêt pour ce 21e siècle, parce que en fait, la crise du Covid est vraiment la première crise complète, globale, qui est autre que financière. Comme 1914 a démarré le 20e siècle, c'est ce que disent les historiens. C'est la même idée. C'est la même idée. Vous considérez que cette crise préfigure le début d'un nouveau siècle. Excusez-moi, on est dans l'ère du déclinisme. Vous avez vu, il y a deux camps aujourd'hui. Il y a ceux qui croient que la France va se relever, puis il y a ceux qui pensent que la France ne va pas se relever. J'ai le sentiment, alors, ce livre est mitigé, parce que le constat que vous faites, quand on lit l'histoire, elle nous fait peur. Est-ce que vous êtes décliniste, pessimiste ou optimiste ? La France est toujours relevée. Elle va se relever et je pense que l'Europe redeviendra la première puissance mondiale. L'Europe. Oui, parce que c'est l'Europe, c'est la dimension européenne. C'est une question de taille. Voilà. Donc devant la Chine et les États-Unis, il faut avoir la taille critique et l'Union européenne là. Vous êtes optimiste ? Ni déclinisme, ni rabougrisme, mais optimisme, réalisme et volontarisme. C'est ça qu'on souhaite mettre en avant dans notre livre, dans notre propos. On a beaucoup de moyens aujourd'hui, y compris les banques, mais pas seulement, une prise de conscience qui est arrivée avec la crise du Covid. On s'est rendu compte que nous étions individuellement mortels et que notre planète, peut-être aussi, notre espèce, donc il y a eu une prise de conscience. Ça aussi, c'est une marche inéluctable. C'est comme le télétravail d'une manière mondialisée. On va automatiquement vers un monde plus vert et décarboné. Ça, c'est un enjeu fondamental, vous êtes d'accord ? Mais qui va nécessiter des milliards et des milliards d'euros. Encore une fois, on retombe sur la question du financement. Où est l'argent ? Il est dans les banques. C'est là qu'il faut mobiliser les énergies, diriger, et parfaitement légitime, d'avoir des politiques publiques, d'avoir des politiques industrielles, et pour diriger l'argent de l'épargne vers ce qui est utile à la société. Vous êtes d'accord, Christina ? Sans vous faire re-rentrer dans l'histoire du populisme que vous traitez historiquement, vous disiez tout à l'heure, Talleyrand dit, mais il faut se méfier parce que le populisme rôde comme ça autour des démocraties. On est un peu dans cette situation. C'est quoi notre avenir, notre levier d'avenir ? C'est de transformer la planète, de rendre plus vivable notre planète pour éviter des risques de populisme, et j'allais dire de guerre, sans être noir. Oui, et de cette manière aussi, on passe à une autre étape, parce que tout ce qu'on a fait provient de la révolution industrielle. Eh oui. Et donc, polluante donc. Et donc là, il y a un changement de paradigme, mais qui est tout à fait bénéfique, qui va créer de l'emploi. Sur une durée longue. Sur une durée longue. C'est pas dans 5 ans, il faut le dire. C'est long, la transformation, passer d'un moteur thermique au moteur électrique. Après, quand on voit tout ce qui a été inventé pendant les années folles, si on prend la même dynamique, tout notre monde peut changer, peut s'améliorer. Et il est sûr que dans un monde prospère et où les gens sont bien soignés, où il y a du bien-être, il n'y a pas de populisme. C'est tout l'enjeu, évidemment. Le financement aussi de notre système de santé que vous évoquez aussi largement à la fin, parce que ces questions-là, elles sont posées sur la notion de prévention, je leur dis, parce que c'est pas un livre uniquement pour acheter des médicaments en pharmacie, mais c'est aussi pour anticiper notre manière de bien vivre. C'est un livre passionnant parce qu'il ne traite pas que d'économie, je vous le dis, c'est un livre grand public. Maintenant, le 21e siècle peut vraiment commencer. Christina Pécuti, mais décidément, j'ai Pécuti, vous êtes économiste chez Natixis, et Jacques Bessade, secrétaire général de la BPCE, livre à 4 mains, Comment sortir plus fort de la crise, édition Erol. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Comment maintenir à domicile des personnes âgées ? C'est une question fondamentale et on en parle avec notre invité. Il va nous rejoindre.
Fenêtre sur l'emploi. Comment maintenir des personnes âgées à domicile? Ça, c'est un vrai sujet parce que c'est souvent aussi un maintien d'une bonne santé, de rester chez soi, dans son environnement. On en parle avec Benjamin Zimmer. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Je suis ravi que vous reveniez. Directeur délégué associé Silver Alliance, vice-président d'entreprise et progrès, faut-il le préciser. Alors d'abord, il faut bien comprendre comment fonctionne Silver Alliance parce que vous allez nous parler ensuite de ce que vous faites très concrètement pour les personnes âgées. C'est quoi? C'est un conglomérat? Ce sont des alliances d'entreprises? C'est de l'économie participative pour atteindre un but? Exactement. Alors pour répondre à cette question, j'aime bien faire de l'analogie à d'autres filières industrielles. Donc dans l'aéronautique, SkyTeam s'est créé dans laquelle Air France est au capital, comme Aéromexico ou Delta aux États-Unis. Et en fait, leur travail, ça a été de créer des produits, des services qu'on ne retrouve pas chez Air France. Par exemple, la carte Miles quand on voyage. Ce qui fait que ça apporte des avantages aux clients et le client se sent désiré, donc reste et continue à voyager avec ses compagnies aériennes. D'autre part, ça leur permet aussi de mutualiser des coûts en logistique. Il y a un siège qui est défectueux sur un A380, vous arrivez à Mexico, vous avez exactement les mêmes sièges dans les avions de la compagnie mexicaine, et là on change le siège et ça ne vous a pas coûté très cher en manœuvre parce que tout a été pensé pour que ça soit optimisé. Donc on comprend bien, voilà, c'est ça. Ça c'est dans l'aéronautique. Moi je ne suis pas dans l'aéronautique, mais on a ça dans l'automobile. Vous êtes dans l'humain, vous? Moi je suis effectivement dans une filière où on ne produit pas un seul bien, je ne produis pas un avion pour des voyages ou des voitures, les entreprises avec lesquelles je travaille produisent des biens qui vont permettre, et ça c'est la raison d'être, d'apporter toutes les solutions qui vont vous permettre, comme 94% des Français le désirent, de rester chez eux le plus longtemps possible. Silver Alliance, c'est une centaine d'entreprises, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires agrégé, c'est ça l'idée. Alors on vise une centaine d'entreprises. Aujourd'hui, on est à la moitié du chemin. On s'est créé il y a 3 ans. C'est tout jeune. C'est donc tout récent. Et en termes de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires cumulé de ces entreprises en 2020, c'était 4 milliards d'euros en France. C'est impressionnant. La philosophie, parce qu'on a compris l'ingénierie, la façon dont vous agrégez des savoirs, des métiers pour être au plus près, la philosophie, c'est de pouvoir répondre aux besoins des personnes âgées qui souhaitent rester à leur domicile. Parce que c'est souvent une demande des personnes âgées et elles disent malheureusement j'ai un problème d'autonomie, je ne peux pas me déplacer, ma salle de bain ne va plus, j'ai pas les outils médicaux qui vont bien. Vous dites nous on vous apporte tout chez vous. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Et il y a 3 ans, c'était mon discours de vous dire qu'on allait faire ça. Aujourd'hui, on le fait. Vous le faites. On le fait concrètement. Avec des entreprises comme Easy Shower, on change la baignoire en une douche à l'italienne. Avec des entreprises comme Stana, qui est le leader du monte-escalier, on aménage les escaliers. Avec O2, on apporte tout le service pour faire le ménage, le repassage, le bricolage, la cuisine. Avec des acteurs comme Seb, on apporte des produits pour cuisiner, même si on a de l'arthrose dans les doigts. Donc on a effectivement aujourd'hui beaucoup d'acteurs, d'entreprises avec lesquels on travaille. Si vous avez des problèmes d'optique, d'audition, on a Audica, on a les opticiens mobiles. Si vous avez des problèmes de mobilité qui nécessitent peut-être de rencontrer un médecin sur une plateforme, on travaille avec Medadom sur la téléconsultation. Donc on a tous ces acteurs qui effectivement travaillent main dans la main avec un seul objectif pour chacun d'entre eux, c'est de performer et de faire performer le collectif. Concrètement, pour qu'on comprenne bien votre modèle économique, vous n'êtes pas en direct avec les personnes âgées qui ne peuvent pas vous contacter, qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous êtes derrière et vous envoyez les meilleurs, les entreprises de votre réseau qui vont répondre à leurs besoins. Quand les personnes âgées veulent avoir accès à ces services, comment elles font? Elles passent par quelle entreprise? Alors il y a 2 solutions. Soit elles ont connaissance de Silver Alliance parce qu'on a un site internet où il y a toutes nos solutions, donc c'est une plateforme de marque. Soit elles... Et donc elles verront en fonction de leurs besoins ce qu'elles... Exactement. Ça a été pensé, ça a été conçu pour elles. C'est-à-dire même dans la typologie des textes. Ou pour leurs enfants qui les accompagnent. C'est fait pour tout le monde. C'est un site qui a été bien pensé d'un point de vue ergonomie pour effectivement apporter toutes les solutions. Et en 3 clics, si par exemple ils ont besoin d'une salle de bain, d'aménager une salle de bain, en 3 clics, ils se retrouvent sur le site d'Easy Shower. Et là, ils peuvent faire leur demande de devis, etc. Ça, c'est pour le digital. Mais on sait que 70% des personnes de plus de 75 ans sont dans l'électronisme. Donc, on utilise les forces commerciales, les implantations géographiques des 1500 officines de Giffard, les 660 centres de Audica, les 500 agences du groupe Wicker, pour apporter des guides papier remis directement aux clients. De manière à ce qu'elles puissent feuilleter. Et moi, la seule chose que je pilote, c'est le nombre d'appels entrants qu'il va y avoir sur chacune des marques. Parce que là, je peux savoir effectivement si ça apporte des leads.
Comment vous est venue cette idée? Parce que j'imagine que vous vous êtes appuyé sur des études, sur des chiffres. On a beaucoup parlé des EHPAD. Certains les remettent en question aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a vu pendant la crise Covid, la difficulté de pouvoir aller visiter une personne âgée, l'impossibilité même parfois de le faire. Comment vous est venue cette idée? Alors cette idée, moi, elle me vient depuis très longtemps, parce que j'ai 37 ans, ça fait 20 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Et en fait, j'ai travaillé beaucoup dans les centres de rééducation, parce qu'un de mes amis était amputé tibial, mais il est né qu'avec un pied, donc il n'avait pas de problème. Et il a fait des performances incroyables. Et là, on s'est dit, ce serait peut-être bien d'imaginer des solutions pour tous ceux qui sont amputés tibiaux et fémoraux. Ça part comme ça. Ça part comme ça. Et en fait, quand on commence à faire ça, à rentrer dans les centres de rééducation, la patientèle, ce sont des personnes âgées diabétiques. En partie, oui. En partie, qui utilisent des prothèses incroyables, mais quand elles rentrent chez elles, elles les mettent derrière une armoire et restent dans un fauteuil. Impossible. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et là, je me suis dit, il y a des choses à faire. Donc, parce qu'elles ne peuvent pas utiliser leurs prothèses chez elles. Parce qu'elles ne sont pas sollicitées pour le faire. Donc je suis parti au Québec où j'ai eu la chance d'être mentoré par un ancien ministre de la Santé. J'ai fait un doctorat en gérontologie. Quel parcours. Je suis revenu en France où j'ai fait une thèse à Centrale Paris pour développer un écosystème qui s'appelle Silver Valley, qui compte aujourd'hui 300 Déjà, structures. c'était le début, c'est la gestation de Silver Alliance. Exactement. Et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'intrapreneurs, beaucoup de grandes entreprises qui venaient chercher des idées portées par des petites entreprises. J'ai vu beaucoup de ce qu'on appelle l'innovation ouverte, l'open innovation aux États-Unis. Et dans ce cadre-là, en fait, je me suis dit qu'il manquait en fait un Amazon ou un Alibaba pour apporter toutes les solutions. Je n'osais pas utiliser ce mot, mais enfin l'idée c'est que vous avez sur la même plateforme ou le même document papier, pour le dire simplement, tous les produits possibles autour de la silver economy. C'est de ça dont il est question. Mais mes modèles, c'est même si je suis, vous l'avez dit en introduction, vice-président entreprise des progrès, je suis particulièrement intéressé à la responsabilité. J'en ai même écrit un livre il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je veux faire comme, mais pas faire pareil qu'Amazon et Alibaba. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Jeff Bezos ou pour Jack Ma. Dans la manière dont ils apportent des solutions à tout le monde facilement. Au quotidien, du quotidien. Exactement. Mais je pense qu'il faut le faire avec élégance et bienveillance quand on s'adresse à un public qui toute sa vie a acheté des produits et qui n'achète pas des produits de mauvaise qualité. Donc moi, mon travail, avant de créer une plateforme, c'est d'abord sélectionner les entreprises qui ont de la qualité de service. Et la façon dont on va amener la présentation de tous ces produits, il ne faut pas les harceler ou les écraser pour leur prendre quelques billets dans le porte-monnaie. C'est de ça dont vous parlez. Exactement. Ayons un peu de respect, quoi. Exactement. J'ai pas de problème à dire qu'on prendra des billets parce qu'on leur apportera des bénéfices, bien sûr, pour rester chez elles. Mais utile, nécessaire, solide. Désirable. Exactement. La suite, c'est quoi? On a compris que vous étiez au milieu du gué, là, parce qu'il y a 50 entreprises. Vous visez les 100 entreprises sur la plateforme. C'est infini ou pas? Non, il y a combien d'entreprises là sur... Je pense qu'à une centaine d'entreprises, on sera au maximum. Au maximum. Après, dans 2 ou 3 ans, il y aura des nouveaux produits, de parce nouveaux que services. La population vieillit. Elle vieillit, les générations qui ont 75 aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Donc forcément, il va y avoir des évolutions dans les produits, dans les services. Donc ça, c'est une des éléments. Et puis le deuxième élément, c'est que en fait, tous les pays industriels du monde vieillissent. Bien sûr. Donc il y a aussi l'exportation de notre modèle. En 10 secondes, le modèle EHPAD, c'est-à-dire le modèle collectif, face au modèle que vous proposez, parce que finalement, vous allez promouvoir le modèle de la fin de vie à la maison. Il y en a un qui est en train de disparaître au profit de l'autre, ou il y a un mix, on peut vivre les deux vous conviennent? Parce que l'EHPAD a été quand même assez chahuté quand même. L'EHPAD a été chahuté. Le modèle de l'EHPAD, même s'il est chahuté, il a le mérite quand même d'exister. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des personnes qui sont dans des maladies neurodégénératives qui demandent de l'assistance 7 jours sur 7, 24 sur 24, et ça au domicile. Il faudra des robots majordomes pour pouvoir, et des capteurs dans tous les sens pour le faire, et de l'humain pour intervenir. Donc on n'y est pas. Il va falloir trouver le modèle économique de tout ça. C'est ça. Ceci étant dit, je pense que si on peut retarder l'échéance de la maison de retraite, moi, c'est mon créneau, ça. Ça sera le mot de la fin, Benjamin Zimmer, et la passion qui vous anime sur ce sujet de la Silver Economy, Silver Alliance. Et vous êtes vice-président d'entreprise et progrès. On vous a découvert aussi à travers cette rencontre, sur le parcours que vous avez fait pour arriver à cela. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, évidemment, rassurez-vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Margot Ruot et à Fanny Griesmer qui m'accompagnent dans cette belle aventure de Smart Job. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.